La chaîne des Alpes et ses sommets forment un décor de légende. Tel un royaume, le massif du Mont Blanc s'étend sur 3 pays, la France, l'Italie et la Suisse. Il domine de façon himalayenne les vallées qui l'entourent de plus de 3000 mètres. En Europe, il n'existe aucun obstacle plus imposant que les 4810 mètres du Mont Blanc. Mais plutôt que de séparer les peuples attenants, il les réunit dans une culture commune. Cuisiniers, viticulteurs ou maraîchers, bon appétit. Tous respectueux et fiers de leur terroir. Le Piémont italien, le Valais suisse et les deux Savoies entourent le Mont Blanc. On y parle parfois un patois local, et une longue tradition culinaire se perpétue grâce à la variété des produits locaux. Au pied du versant français du Mont Blanc, à Chamonix, le chef cuisinier de l'hôtel Albert Ier, Pierre Carrier, récolte chaque jour dans son potager les herbes et les légumes destinés à son restaurant. Cet établissement réputé possède 2 étoiles au guide Michelin. Le choix des produits régionaux avec leurs saveurs particulières est essentiel pour connaître le goût d'autrefois. C'est les herbes du jardin, on a de la marjolaine, de la bourrache et une fleur de thym du jardin, toutes fraîchement ramassées. Depuis 4 générations, la lignée des Carrier contribue à faire déguster la cuisine locale. Cette famille procure un service de grande qualité à des clients venus du monde entier. On a une vocation, je dirais, piémontaise dans la cuisine, puisque nous faisions partie du royaume du Piémont jusqu'en 1860, et ça pendant 400 ans en tout cas. J'aime beaucoup me promener dans la vallée d'Aoste, dans le Valais. Il y a des choses extraordinaires à découvrir dans ces 3 pays autour du Mont Blanc. Il y a quelques années, Pierre a construit le hameau Carrier qui rassemble des fermes authentiques des Alpes. Cette harmonie architecturale dégage une chaleur de vivre typiquement montagnarde. Les clients sont attirés ici par une ambiance typique, avec pour décor les vieux outils, les premiers skis en bois et la cuisine essentiellement basée sur des recettes du terroir, perpétuant les traditions culinaires ancestrales. Aujourd'hui, le chef Stéphane prépare le farçon. Autrefois repas du dimanche des paysans, il est maintenant servi dans les restaurants pour le plus grand bonheur des gourmets. Donc aujourd'hui, nous allons faire une recette typique de la vallée de l'Arve, c'est le farçon chamoniard. Pour 8 personnes, il va nous falloir 2 oignons, 150 g de poitrine fumée, 100 g de pruneaux, 100 g de raisins secs, 250 centilitres de crème fraîche et 1 kg de pommes de terre. Nous, ici, particulièrement, nous utilisons une poitrine de porc fraîche que l'on fait fumer dans notre fumoir. On a un fumoir juste ici dans la maison Carrier et on réalise nos saucissons et nos poitrines fumées nous-mêmes. Donc on va utiliser pour cette recette cette poitrine-ci. Ensuite, donc, nous allons utiliser les fruits secs qu'on trouve dans le commerce et de la crème de pays donc, qui vient de la Roche-sur-Foron. Pour le farçon, on va utiliser un moule avec une particularité, c'est qu'il est percé au centre, ce qui permet une cuisson régulière intérieure et extérieure du farçon. Alors on les émince bien fin.
Voilà pour les oignons. Ensuite, on va tailler la poitrine fumée, donc 3-4 mm d'épaisseur. Et on fait des lardons, pareil, pas trop gros. Voilà, et là on est prêt à faire revenir le tout à la poêle. On va commencer par les oignons, ce qui va être un peu plus long à cuire, parce que notre lard risque de sécher au poêlage. Donc, on fait revenir nos oignons sans coloration, juste perdre un petit peu la puissance de l'oignon. On rajoute les lardons. Et on va laisser mijoter pendant 5 minutes, le temps de préparer nos pommes de terre et le reste des ingrédients. Donc une mandoline, la pomme de terre, le sel et le poivre du moulin. Alors on n'a pas à rincer les pommes de terre parce que l'amidon est très important, c'est ce qui va lier la recette. Alors dans notre moule à farçon, on le chemise de fines tranches de lard, donc chemiser c'est-à-dire habiller tout le moule de lardons. Maintenant que notre moule est chemisé, nous allons rajouter notre appareil de pommes de terre et de fruits secs, lardons, oignons dedans pour pouvoir le mettre en cuisson. Alors là, on le tasse bien. Et là, très important, on va refaire retomber les tranches de lard qui sont un peu plus longues que la hauteur de l'appareil. Pour la cuisson, nous allons le cuire au bain-marie dans une casserole pendant 4 heures. Pour ceci, on va mettre un couvercle dessus afin que l'ébullition de l'eau ne fasse pas rentrer d'humidité dans le farçon. Alors, on a fait au préalable bouillir une casserole d'eau. On remet un couvercle dessus pour que ça cuise vraiment de tous les côtés, tout bien, comme dans une cocotte. Et voilà, notre farçon démoulé, présenté, prêt à manger. Vous n'avez plus qu'à déguster, je vous souhaite un bon appétit. La montagne est le royaume de la randonnée. Il faut partir pour de simples balades le long des sentiers pour que le paysage en cinémascope du massif du Mont Blanc s'offre à vous en toute simplicité. Alors tu vois, on va aller au refuge du couvercle, qui est derrière l'arête, au-dessus. Là. Et on va prendre un petit chemin. Accompagné par un guide de haute montagne, au départ d'un refuge, vous pouvez accéder à des ascensions sportives en altitude alliant glace et roche. Les difficultés impliquent parfois de votre part un dépassement de soi. Arrivé au sommet convoité, vous terminez votre voyage en altitude, rempli d'air pur et de la vision des paysages magnifiques de la chaîne du Mont Blanc. L'altitude ouvre l'appétit et provoque une faim de loup dans certaines vallées. Aujourd'hui, un guide et sa cliente parviennent au refuge du couvercle situé au-dessus de la mer de glace. Une bonne soupe réchauffe le corps et le cœur. Vous pouvez ainsi savourer en plus au dessert un coucher de soleil accompagné d'un coulis de sommets colorés. Saucisson de montagne noisette, au Beaufort, aux myrtilles, tomes, reblochons, gruyère et le fameux génépi aux herbes de montagne.
Voilà le vrai saucisson, avec du vrai boyau. Et lorsqu'on le coupe, regardez un peu ça. Ça se fait avec du cochon frais, du cochon de la Haute-Savoie. Regardez un peu ça. Moi, j'enlève même pas la peau. Quand on mange un produit comme ça, eh ben, on ne va pas chercher son saucisson dans les supermarchés. Hein. Et tiens, je vais vous montrer quelque chose de fabuleux. Regardez, le gruyère suisse de réserve. Lorsqu'on sent le sel craquer sous la dent, c'est absolument extraordinaire. Henri, patron des magasins Refuge Payot, est un véritable passionné. Depuis 3 générations, la famille Payot-Pertin travaille dans l'alimentation. Toujours à la recherche du vrai produit de montagne, il explique avec gourmandise l'origine de ses saucissons, de ses fromages, à ses nombreux clients. Voilà, très bien. Ici, c'est bien propre, c'est ce qu'il faut. Dis donc, il faudra aller il faudrait changer le bouquet de fleurs, hein, parce que je trouve que... Hein. Cyril a invité des amis pour une fondue savoyarde. Il désire trouver des fromages de qualité et se rend tout naturellement chez Henri. Bonjour. Bonjour. Pour une fondue pour 6 personnes. Voilà, pour 6 personnes. Alors, 6 personnes, il vous faut 200 grammes par personne. Ça vous fait 1 kg dans tout. Moi, je vous conseille 3 trucs. Hein. La fondue, comme on l'a fait nous ici au Refuge Payot, c'est avec le comté réserve. Vous mélangez ça, le Beaufort, et puis vous prenez le suisse. Le gruyère suisse de réserve. C'est vraiment une splendeur. Et puis alors, bon, en dessert, bon, je vous conseille de prendre une salade de fruits, quelque chose d'allégé. Hein. Voilà. Okay. Bah, Et si vous avez des dames qui ne boivent pas d'alcool, je vous conseille surtout, c'est pas qu'elles boivent de l'eau, hein, c'est qu'elles boivent du thé, un thé bien chaud pour dissoudre la graisse. On m'a dit, ouais, pas d'eau. Ouais, absolument, pas d'eau, jamais d'eau. Puisque l'eau est déconseillée avec le fromage à fondu, direction le comptoir du caviste où les vins de la région sont légion. Mondeuse, Apremont, Chignien, Abîme, Roussette, Crépy, Fondant du Valais, Asti, Chautagne, Seyssel ou Haïse. Hervé, parfait sommelier, conseille sa clientèle avec passion. Voilà, merci à vous. Merci, bonne journée, bonne dégustation, au revoir. Bonjour. Bonjour. Je fais une fondue pour 6 personnes. Oui. Et c'est pour le choix du vin, en fait. On a la solution du vin blanc traditionnel, dans différentes appellations comme des Apremont, des choses comme ça. On peut aussi la faire avec l'Aïs, qui est un vin pétillant. Le côté sympa aussi, c'est de prendre le magnum. Vous vous servez d'une partie du vin pour faire la fondue et l'autre partie, vous allez la déguster en même temps. En attendant les amis de Cyril pour la soirée fondue, allons visiter les vignes de Dominique Belluard. Le village d'Aïse se situe à 50 km de Chamonix, en bas de la vallée de l'Arve. Au loin, le Mont Blanc se profile, les terrains sont encore en pente, mais les vins de Savoie s'adaptent. C'est un terroir qui est très en pente. On a des pentes à plus de 50%, pas beaucoup de mécanisation, donc tout à la main. Donc pour avoir une bouteille, c'est de la sueur. Ici on est au Feu, qui est un terroir très particulier du vignoble d'Aïse. On est sur des sédiments de cascades glaciaires chargés en bauxite en alumine de fer. Et ça donne des vins très particuliers, très minéraux. La particularité d'Aïse aussi, c'est unique au monde, c'est son cépage. Son encépagement à base de Gringet, qui est un très vieux cépage savoyard, et c'est unique parce qu'il n'y a qu'ici où on trouve encore ce cépage.
depuis 2001, on a entamé une reconversion à l'agriculture biodynamique, qui est une certaine forme d'agriculture biologique. C'est une agriculture qui essaie de respecter le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Et si on arrive à cet équilibre, on arrive à faire des grands vins. On travaille sur 13 hectares qui sont répartis sur 3 communes, parce que l'appellation Aïze, c'est 3 communes. C'est Marigné, Aïze et Bonneville. Je suis la 3e génération. Donc mon grand-père, mon père, et moi et mon frère maintenant. Oui, j'y ai pas pensé. Ah, j'ai pas pensé. Tous les cas vont se faire. Là, il revit, il y a une autre gueule. C'est super. Ça fait du bien. Quittons Dominique et ses yeux aussi pétillants que son Aïze pour rejoindre Cyril en pleine préparation de la fondue savoyarde. Mettre la table, préparer le pain à tremper dans la fondue, frotter le plat à l'ail, tout ça entre amis. Mouliner les 3 fromages, faire chauffer le vin, incorporer petit à petit le fromage, puis remuer régulièrement. Avec le vin d'Aïze, la soirée a toutes les chances de se dérouler dans la bonne humeur. Outre les restaurants étoilés et les dîners à la maison, de petits établissements perpétuent les traditions culinaires locales à des prix accessibles à toutes les bourses. À Chamonix, la Cabolée se situe en face de la gare du téléphérique du Brévent. Thomas a repris l'affaire familiale depuis quelques années et concocte une délicieuse croûte au fromage selon la recette ancestrale de sa grand-mère. Il existe 1001 façons de faire des croûtes au fromage. Nous, ici à la Cabolée, on a choisi la recette de ma grand-mère, simple mais efficace. Vous prenez 3 tranches de pain de campagne qu'on va couper pour les adapter à notre plat. C'est un petit peu un puzzle. Ensuite, on va arroser avec du vin blanc. Pas trop abondamment, il faut juste que ça imbibe le pain et s'assurer que les 2 tranches sont imbibées. Ensuite, on va frotter notre pain à l'ail pour donner du goût. Ensuite, nous posons notre jambon sur le pain. Puis, nous pouvons poser le fromage. Le but étant que le fromage recouvre bien tout le plat, car le jambon se rétracte à la cuisson. On peut délicatement couper le tour du plat. Que l'on peut remettre aux endroits où il y a le moins de fromage. Ensuite, on découpe sa tomate en rondelles, de sorte à bien recouvrir le plat aussi.
Le plat est prêt, il ne reste plus qu'à le mettre au four à 200 degrés pour une cuisson de 20 minutes. Alors voilà, on est dans le jardin de mes parents et chaque année ils le font pousser. Ça nous permet d'avoir des salades du jardin et c'est pas un mal pour la clientèle. Hop. Une petite noix de beurre. On casse l'œuf du coup, hop, dans le beurre, à feu doux, comme ça il a bien le temps de prendre. Notre œuf est cuit. Il ne reste plus qu'à l'étaler délicatement sur la croûte. Donc finalement je suis assez content que mon fils ait repris l'entreprise. Parce qu'il n'y a pas de différence avec comment on l'a fait nous. Voilà la totale croûte de la cavolée et sa salade du jardin. Merci mon Tom. Bon appétit. Bon ben je mange alors. Tant pis. Tant pis pour lui. Bon app. Il n'y a pas de différence avec comment on l'a fait nous. Un léger toucher un peu différent mais... Entre les deux services, Thomas doit juste traverser la route pour rejoindre la gare de départ du télécabine et monter à Plan-Pras afin de décoller en parapente au-dessus de la vallée de Chamonix. Ben voilà, on va se faire un petit plaisir, un petit vol et après hop, on retourne au boulot à la cavolée. Un petit voyage dans les airs, histoire de s'aérer avant le service du soir. Le tourisme en montagne a explosé dans les années 50. Chamonix est devenue la capitale mondiale du ski et de l'alpinisme dès le début du XXe siècle. Mais l'accessibilité des sommets au plus grand nombre est venue grâce à la construction du téléphérique de l'Aiguille du Midi. Achevé en 1955, ce téléphérique a longtemps été l'ouvrage d'art le plus haut du monde, montant les touristes à 3842 mètres d'altitude, au pied du Mont Blanc et de la Vallée Blanche. Les ouvriers et les guides de haute montagne qui ont travaillé sur l'ouvrage se rappellent encore de la difficulté de la construction. En 1950, l'installation du câble du deuxième tronçon fut une véritable épopée. 5 guides ont dû hisser en 2 jours 3 km de filin par la face nord de l'aiguille dans un froid polaire. Aujourd'hui, ce sont plus de 450 000 touristes par an qui utilisent cette remontée mécanique pour admirer une vue unique sur la chaîne du Mont Blanc. C'est un des 5 sites touristiques les plus visités au monde. Du sommet de l'aiguille du Midi, il est possible de se rendre en Italie par la télécabine de la pointe Heilbronner et admirer un panorama exceptionnel sur la vallée Blanche et le glacier du Géant. On effectue ainsi le même trajet que par le tunnel sous le Mont Blanc, mais 3000 mètres au-dessus, et on jouit d'une vue qui, par beau temps, vous emmène en Suisse, en Italie et jusqu'au Jura. Le Grand Paradis se dessine au-delà des cimes de la vallée d'Aoste, avec en arrière-plan toutes les saveurs italiennes. Rendons-nous à Cogne, au cœur du parc national du Grand Paradis, le plus ancien parc naturel d'Italie. Le roi Victor Emmanuel III de Savoie a offert sa légendaire réserve de chasse à l'État italien
en 1922. Dans un cadre préservé des effets de l'urbanisation, l'hôtel Bellevue conserve le charme ancien des vallées isolées. Voilà, nous sommes à Cognes, dans notre jardin potager, donc de l'hôtel Bellevue, où on fait pousser les plantes et les herbes, typiquement de la région alpine, qu'on utilise pour notre cuisine et aussi pour des cocktails du bar. La ciboulette, qui vient utiliser donc pour la cuisine et donc aussi les fleurs, le rosmarin et la sauge. La santoregia qui est utilisée en cuisine surtout pour des viandes rouges ou pour quelques poissons. Laura Rouillet nous propose, dans son bar à fromage attenant à l'hôtel, un plat typique de la région, la favole. Là, nous sommes au bar à fromage, restaurant de montagne, un restaurant typique situé à Cognes, qui propose des plats de la région de la vallée d'Aoste et surtout de montagne. Entre autres, on propose un plat typique qui s'appelle la favole, qui est un des peu plats de montagne à base de pâtes. Et c'est un plat qui vient de Ozin, qui est un petit village juste en bas de Cognes. Alors les ingrédients pour faire la favole pour 4 personnes sont donc 2 belles tomates, 100 g de fèves qui doivent avoir été épluchées, donc un oignon, 2 décilitres de sauce tomate, ou l'idéal ce serait des tomates, donc couper les tomates, 300 g de pâte courte, 150 g de beurre, et 100 g de fontina, qui est donc le fromage typique de la région du Val d'Aoste. Il a mis les fèves dans l'eau chaude pour enlever la peau. Et puis après, il fait cuire les fèves. Après, quand les fèves sont cuites, il faut utiliser l'eau de la cuisson des fèves pour faire cuire les pâtes. Nous avons utilisé des pâtes fraîches qu'on fait nous-mêmes, mais on peut utiliser très bien des pâtes courtes qu'on trouve n'importe où si vous la faites à la maison. Les pâtes doivent rester encore pas trop cuites, un peu al dente, puisqu'après elles vont continuer la dernière partie de la cuisson à la poêle, ensemble avec la fontina et les autres ingrédients. Puis on coupe les tomates en petits carrés. On va ajouter la fontina qu'on avait déjà coupée en petites tranches. Et donc on va attendre que la fontina fonde bien avec tous les ingrédients afin que ça amalgame bien les ingrédients l'un avec les autres. Alors maintenant on va préparer les croûtons de pain qui doivent rester bien croustillants. Alors voilà, maintenant la favole est prête pour être dégustée et bon appétit.
Comme pour la plupart des recettes culinaires de montagne, le fromage est un composant essentiel de la préparation. Visitons une fromagerie comme il n'en existe plus en France. Ici, les traditions prédominent en lieu et place des normes européennes de stérilisation. Le Fontina est un fromage au lait entier que l'on fabrique chaque jour, directement après la traite des vaches. Fontina, il sait qu'il est fait avec lait entier. On traite les vaches et tout de suite après, on le travaille, le lait. Alors c'est un fromage gras. Ça c'est notre timbre, notre numéro. Je n'ai fait 3. Hein. Le matin j'ai un peu plus de lait, alors je n'ai fait 3. Du sel. Si vous voulez venir dans la cave, ça c'est un tour. Il arrive de là, il vient ici. Il reste 12 heures sur le marbre froid. Après, je vais les mettre là avec de l'eau et du sel. Il reste 12 heures jusqu'à demain matin. On ne peut pas quitter le Val d'Aoste sans avoir partagé la fameuse grolle dont la tradition remonte, paraît-il, jusqu'au Christ. Alors, pour terminer la soirée en vraie tradition valdôtaine, on pourra goûter la grolle à la Valdostana, au coupe de l'amitié. La grolle à la Valdostana a une histoire très particulière, donc c'est le Graal, le vieux Graal, dont Joseph d'Arimathée avait cueilli le sang de Jésus-Christ, dont ils ont été fait des guerres pour trouver le sacre Graal, pour le chercher. C'est possible que le sacré Graal s'est terminé dans les hautes montagnes, et alors c'est pour ça que la tradition continue à boire encore maintenant dans des coupes en bois. Les coupes peuvent être de différents formats, donc des simples coupes, des coupes avec des becs. Maintenant on l'appelle coupe de l'amitié puisque tout le monde boit ensemble en amitié dans la même coupe. La coupe de l'amitié est faite avec donc, du café et de la grappa, à peu près la même quantité d'alcool comme du café, avec du sucre, peut-être une écorce d'orange. Et puis chacun pourra la personnaliser selon son propre goût, avec un peu de génépi, avec un peu de rhum, selon ce que chacun désire.
La grelat est prête pour être dégustée. On peut faire brûler l'alcool selon la quantité d'alcool qu'on veut boire. Et voilà, on ferme. Et en amitié, à la vôtre. Merci. Quittons maintenant l'Italie pour rejoindre la Suisse par le col du Grand Saint-Bernard et dirigeons-nous vers le Valais. Les pieds de vigne couvrent les versants abrupts de la vallée suisse, donnant des vins bien particuliers, très appréciés des connaisseurs, mais qui exigent une culture délicate sur les terrasses escarpées. Marie-Thérèse Chappat, viticultrice à Fully, à quelques kilomètres de Martigny, est une femme à poigne. Chaque jour, dès la première heure, elle est à l'œuvre dans ses vignes. Marie-Thérèse est à la tête de la création d'une trentaine de vins différents. On est en train de monter pour aller sur mes vignes. Comme il n'y a pas de route, on a un téléphonique qui dessert plusieurs propriétaires vignerons. Donc voilà, ici ça commence mes vignes. On est à 550 mètres d'altitude à peu près. Alors la vigne en Valais, c'est beaucoup des vignes en terrasse avec beaucoup de murs. La particularité, c'est qu'en Valais, on a je ne sais pas combien de sortes de cépages différents. Vous voyez ici, c'est de la petite Arvine, là c'est de l'Hermitage. Plus haut, c'est du Cabernet, il y a du Fendant. Alors ici même, c'est la fin du massif Chamonix. C'est des terres granitiques, des gneiss. Je vais juste voir mon ouvrier, hein. Je reviens. Alors, c'est pour les transporter. Antonio, c'est mieux d'habitude. À Martigny, c'est pas bien comme ça tout seul. Tu as assez de produits? Voilà. Moi, j'utilise pas de désherbant, on fait désherbage manuel. Je fais en biodynamie même. J'emploie beaucoup de tisanes pour aider la vigne à résister, pour donner à la vigne tout ce qu'elle a besoin. Donc, par exemple, là, j'emploie de la... Ça, c'est de la prêle. La prêle, c'est pour refaire descendre les champignons au sol, pour éviter que les champignons qui apportent la maladie montent sur le cep. Alors, ça les repousse. Ça, c'est de l'osier, donc la famille des saules. Et ça apporte... ça donne l'acide salicinique. Je ne sais pas prononcer tout à fait juste, c'est la même chose que dans l'aspirine. Alors ça donne vraiment une résistance à la plante. Puis ça sent. C'est formidable l'odeur. Alors voilà. Donc à 17 ans, je me destinais complètement à autre chose. Je voulais faire sage-femme. Et pendant que je faisais le stage à l'hôpital, mon père il m'a donné une petite vigne de 1500 mètres carrés. Et j'ai voulu apprendre à la travailler. Je ne voulais pas recevoir quelque chose et être propriétaire et la donner en location. Je trouvais que ce n'était pas avec mes idéaux. Alors j'ai appris à tailler, etc. et tout. Et c'est un peu ça qui a fait le déclic. Et je fais à peu près 45 000 bouteilles par année. Ça dépend. On est plusieurs femmes. Bon. Bien sûr, c'est une petite proportion par rapport aux hommes, mais on est quand même peut-être une quinzaine, vingtaine, en Valais. Hein? J'avais mis tout plein de rosiers à chaque ligne, surtout parce que c'est joli, mais aussi parce que ça rappelle une tradition. Parce qu'avant, on faisait le travail du sol avec le cheval, c'était pour l'obliger à bien faire le tour, comment il se piquait. Autrement, il crochait toujours le premier cep. Alors, je ne l'ai pas fait pour ça, mais je trouve jolie l'histoire.
Le meilleur moyen d'apprécier toutes les similitudes entre trois pays séparés par la gigantesque barrière du massif du Mont-Blanc est d'en faire le tour à pied. La randonnée s'effectue en moyenne montagne, entre alpages et glaciers. Le parcours de l'itinéraire du Tour du Mont-Blanc dure une semaine et permet de traverser l'Italie, la Suisse, la France et ses saveurs alpines. Depuis toujours, les bergers montent leurs troupeaux en altitude pendant les beaux jours afin d'entretenir les alpages. Les bêtes ont ainsi une alimentation différente qui change le goût de leur lait et le goût du fromage et du beurre. Quand l'hiver arrive, les alpages blanchissent pour le plus grand bonheur des skieurs. Ils oublient souvent de remercier les vaches d'avoir brouté l'herbe tout l'été, entretenant ainsi les pistes de ski. Qu'est-ce que vous avez à vous cacher? J'ai pas envie de me faire piper, mais... Le chalet d'alpage de Nicolas et Sabine Coppet se situe sur l'itinéraire du Tour du Mont-Blanc. Il voit passer ainsi chaque été des milliers de randonneurs. La plupart des bovins que possède Nicolas sont de la race du Simmental, de bonnes productrices de lait. Leur vie estivale est rythmée par la traite. Ils fabriquent quotidiennement du fromage à raclette et de la tome fraîche qu'ils vendent parfois aux randonneurs. Alors ça c'est de la raclette du Valais. Et ça c'est de la raclette de la Peule. C'est la raclette aux petites fleurs. C'est ce qui donne la particularité de ce fromage, c'est que les vaches pâturent à plus de 2000 mètres et puis la qualité de l'herbe est incomparable avec ailleurs. Ouais, chaque alpage a un peu des pâturages différents et en goûtant plusieurs fromages en même temps, on arrive à retrouver ces différences de goût. Il y a quand même des grandes différences. Alors, ici, on a 60 vaches trayantes. On a 5 races différentes. On traite environ 1000 litres par jour, ce qui nous fait à peu près 110-115 kg de fromage par jour. Mon premier rêve, c'était de pouvoir travailler dans ma vallée, de pouvoir rester ici. Et puis, vu qu'on a toujours été là-dedans, c'était la bonne occasion à saisir. On fait 2 fromages. On a celui-là, qui est du fromage à raclette. Ça, c'est du fromage qu'actuellement on ne racle plus. Un fromage à raclette peut très bien se consommer à la main et à la raclette. Ça, c'est important que les gens sachent parce que souvent, quand on dit on vend du fromage à raclette, ils nous disent alors on veut pas, quoi. Mais ça va très bien à la main, quoi. Là, on a l'autre fromage qu'on fabrique ici, c'est une tome. C'est un fromage qui se mange à 2 semaines. Ce fromage se trouve chez nous, dans notre alpage, l'été. Pendant la saison d'été, vous pouvez le trouver, vous pouvez le déguster sur une assiette. Mais vous n'allez pas le trouver en supermarché, ça c'est sûr. Du côté français, dans le massif des Aravis, une autre race de vaches laitières peuple les alpages durant la période estivale. Les Aravis sont le pays du reblochon, un fromage au lait cru entier, à pâte souple, de saveur douce, natif de la vallée de Thône, près d'Annecy. Ce fromage est l'un des premiers à recevoir une appellation d'origine contrôlée au milieu du siècle dernier. À la Clusaz, Bruno Agnolet perpétue le travail de ses ancêtres en élevant des vaches et en fabriquant lui-même le fameux reblochon. Nous avons toujours fait du reblochon depuis à peu près 2 siècles dans ce chalet. Je suis né à la Clusaz, mes parents étaient agriculteurs, mes grands-parents aussi et mes arrière-grands-parents.
Le reblochon, c'est une spécificité de toute notre région et surtout de la vallée de Thônes. C'est là où le reblochon est né. C'est un fromage au lait cru qui est né ici au XIIIe siècle et qui a toujours été le fromage de notre région. Je fais le reblochon tous les jours et toute l'année. Le reblochon a passé 8 jours dans le séchoir et ensuite il descend dans cette cave et dans cette cave il va y rester 3 semaines pour s'affiner. Le reblochon est retourné tous les jours, aussi dans la cave. Et le reblochon, ce qui est très important, quand vous mangez un reblochon, vous regarderez bien, c'est sa pastille verte qui va rester toujours, jusqu'à la fin, et avec le numéro du producteur. Chose très importante. Pour faire un reblochon, il faut 9 litres de lait. Parce qu'un reblochon pèse 500 grammes. Ceci est le petit lait, le sérum, et ce sérum, nous le redonnons à boire à nos vaches. Parce que dans ce sérum, il y a énormément de minéraux et de calcium, et c'est très bon pour leur santé. En plus, elle est jolie, c'est Lola. Il y a à peu près 700 vaches à la Clusaz. Vous savez que l'agriculture et le bois ont fait vivre nos parents, nos grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents pendant des siècles. Et on tient beaucoup à ces choses-là parce que ça, c'est le patrimoine. Alors j'espère que nos enfants, nos petits-enfants continueront ce métier. On fait un produit qui est extraordinaire, qui se trouve dans vos restaurants quand vous venez en station. Je crois que tout ça fait partie des choses de la vie. Et on doit continuer. Le reblochon date du XIIIe siècle. Il représente une tradition ancestrale, telles les danses folkloriques que vous pourrez découvrir dans la plupart des stations alpines. Chauffe Marcel, chauffe! Le plat le plus connu et reconnu à base de reblochon s'appelle la tartiflette. Chez Titou, au chalet du lac, la recette de ce plat typiquement savoyard vous est révélée et offerte. Et parmi tous ces plats typiques de la région, il y a évidemment la tartiflette. Alors pour commencer, la recette pour 2 personnes, vous allez couper les pommes de terre en dés et vous les faites sauter à cru dans un peu d'huile et un peu de beurre. Ensuite, quand elles commencent à être un peu colorées, vous rajoutez les oignons émincés et les lardons. Vous les faites sauter encore environ 5 minutes. Vous salez, vous poivrez. Ensuite, vous mettez vos pommes de terre dans un plat. Vous rajoutez la crème. Vous rajoutez le reblochon coupé en tranches. Vous rajoutez la muscade. Et vous mettez au four à environ 250 pendant 10 minutes. Bon appétit! Afin d'accompagner comme toujours les plats régionaux avec du bon vin, allons en Savoie,
où les frères Trosset cultivent la vigne de père en fils. Comme on dit ici en Savoie, on est tombé dans la cuve lorsque nous étions enfants. Nous avons un petit peu pris le virus du travail de nos parents et c'est pour ça que nous voulons aller toujours de l'avant vers la qualité la meilleure possible pour les vins de Savoie. Ici encore, le travail se fait dans la sueur et le respect de l'environnement afin de produire un vin authentique. Depuis une vingtaine d'années, les vins de Savoie ont beaucoup progressé. D'une part parce qu'on a limité les rendements, on a utilisé toutes les techniques qui sont abordées dans les autres régions viticoles et on a pris conscience que nos cépages ont une typicité qu'il faut développer, qui ne sont pas copiables de par le monde. Avec l'aventure de la neige, le vin de Savoie a permis d'être découvert par bon nombre de Français, mais aussi d'étrangers. La mondeuse Cru Arbin, mais aussi les vins de Savoie, ont pris un essor qui va encore se développer. Au fil des siècles, les agriculteurs se sont adaptés aux terrains escarpés avec les téléphonies ou, comme ici, avec des treuils installés au sommet de la parcelle. Alors, mon frère est en train de travailler le sol par le biais d'une charrue qui remonte en arrachant l'herbe grâce à un treuil qui est au sommet de la parcelle. Il y a de la vie, il y a des vers de terre, il y a de la microflore, il y a des bactéries, donc tout ce qui est indispensable pour nourrir convenablement la vigne. On rencontre régulièrement des nids d'oiseaux, notamment le bruant des vignes, qui est un auxiliaire précieux pour manger tous les insectes ravageurs des grappes ou des feuilles. Alors, le travail du sol permet de conserver l'effet terroir, qui est indispensable à la typicité du cépage mondeuse, et puis par souci de respect de l'environnement. Les Alpes sont une région de lacs. Au bord du lac du Bourget en Savoie, le chef, Jean-Pierre Jacob, tient le restaurant coté 2 étoiles au guide Michelin, le Relais Château Ombremont. C'est un lieu paisible, entouré de montagnes, que Lamartine a immortalisé dans ses méditations. Ici, la cuisine est avant tout affaire de goût. Finesse et légèreté sont les mots d'ordre appliqués avec respect. La sobre présentation des plats cache une originalité et une multiplicité indescriptible des saveurs en bouche. Par contre, ça, à l'œil, c'est pas ce qu'on avait. C'est l'homme d'hier, ça. Non, c'est hein? Si tu sens, Julien, si tu sens qu'il y a quoi que ce soit, tu refais. Moi, perso, là, je comprends. Tu refais tout. Jean-Pierre est partout dans sa cuisine. Il surveille d'un œil de chef tous les plats qui en sortent. Archi bien.
Là, on dirait glaireux, chaque fois. Il est bon, mais il est plein de graisse. Il est bon. On a la chance d'être dans un merveilleux département où l'été, on côtoie nos jolis lacs. Et c'est vrai qu'au niveau des produits du terroir, on peut dire qu'on est très fourni justement en poissons de lac. Et également, nous avons donc un produit d'eau douce qui est la grenouille. On peut la manger entière, meunière pour les amateurs, mais nous, on va faire une grenouille cuite d'abord, désossée ensuite, accompagnée d'une petite pâte croustillante. C'est une recette très très originale et très sympathique. Les grenouilles ont été quasiment cuites, entières. Une noix de beurre. On fait fondre un tout petit peu le beurre. Il faut le feu un peu vif. Une petite pointe de sel. Une petite pointe de poivre. On va simplement rôtir les cuisses de grenouille pour leur donner un aspect croustillant et agréable à manger. Donc, vous voyez que la grenouille commence à prendre une jolie teinte blonde. On va les terminer avec une petite pointe d'échalote également. On les pose directement sur la crème d'ail. Maintenant, nous avons donc pris un œuf frais, un œuf de grande qualité. Nous l'avons poché. On va le faire simplement retourner en température. On va le réchauffer tout doucement pendant une trentaine de secondes. On le met légèrement égoutté. Nous le posons directement sur les pâtes croustillantes. Donc on va prendre une jolie truffe. On va râper quelques lamelles de truffe, vous voyez. Voilà. On va les poser directement sur l'œuf. Nous allons maintenant cuire la raviole dans l'eau chaude, directement, une petite minute. Voilà, on va la prendre délicatement, on va la poser sur la grenouille. Nous réchauffons une vinaigrette aux arachides qui est simplement composée d'huile de noix, vinaigre de RS, sel, poivre et une cuillère de jus de rôti. On va napper la raviole avec la crème de grenouille. On va donner un petit peu de fraîcheur à l'assiette avec le jus de basil. Et on va terminer l'assiette avec le petit croquant aux arachides. Et on va terminer avec le poivre du moulin sur la truffe et l'œuf. Donc voilà les cuisses de grenouille rôties et désossées, fidets croquants à l'œuf mollet, jus aux arachides et jus de basil. Et bonne dégustation, bon appétit. Quand les vaches sont redescendues des alpages, l'hiver approche et les skieurs montent sur les pistes. Courchevel est l'une des stations les plus célèbres du monde pour la qualité et le nombre de ses pistes. Mais ici, la gastronomie a également sa place. Faire de la bonne cuisine, il faut des bons produits. Hein, Stéphane, on le sait. Jamais vu faire de la bonne cuisine avec des mauvais. Des fois, j'en ai vu faire de la mauvaise avec des bons, mais jamais. C'est vrai, jamais le contraire. C'est amusant, ça. Enfin, c'est amusant, non. Une soupe de poisson à la carte. Michel Rochedy, le chef du Chabichou, perpétue les traditions culinaires avec la fameuse terrine de Beaufort. Ce fromage des vallées de la Tarentaise, de la Maurienne et du Beaufortin est surnommé le roi des gruyères. Il s'affine pendant 6 mois, ce qui permet de différencier le Beaufort d'hiver et le Beaufort d'alpage. Ça marche 5 menus régions, avec 5 soupes de poisson, 5 escargots, 5 roulades. Chef, Stéphane Buron va vous montrer la terrine de Beaufort, qui est surprenante, hein, mais qui plaît beaucoup. On va réaliser une terrine de Beaufort, artichaut, pignon de pin et ventrèche. Ventrèche qui est du lard séché de petits producteurs paysans de Savoie. Coupé très très fine pour chemiser la terrine. Il nous faut un bon Beaufort, des pignons de pin, de la crème et des œufs pour lier le tout. Des artichauts. Et ces artichauts seront cuits dans un blanc, c'est-à-dire de l'eau, du jus de citron et de la farine
pendant une trentaine de minutes. Les artichauts sont cuits, je les ai recoupés en deux pour pouvoir mettre à l'intérieur de la terrine. Pour le montage, donc on va chemiser la terrine de petites tranches de ventrèche. Ça va nous parfumer le Beaufort. Sur une petite terrine de 800 g de Beaufort, il faut une vingtaine de tranches. Donc là, on n'a pas besoin d'assaisonner l'appareil puisque le Beaufort est légèrement salé et surtout la ventrèche. Donc on verse sur la terrine tout doucement pour que tout le mélange rentre dedans. On va la refermer, on va lui mettre une petite feuille de papier aluminium dessus pour la protéger et on va la cuire au bain-marie à four chaud pendant 1h30 à 100 degrés. C'est vrai que c'est l'amour du métier bien fait, c'est vrai que d'avoir des bons produits régionaux, on les utilise. C'est vrai qu'il faut avant tout du bon produit pour faire quelque chose de bon. Il faut surtout aimer son métier pour le faire le mieux possible. Voilà. Voilà, et notre terrine est finie. Le conseil que je donne, c'est de la laisser reposer pendant 24 heures au frigo. Une terrine de Beaufort aux artichauts et aux pines de pin, hein, c'est pas pour faire bien, pour vouloir montrer qu'on peut utiliser ces produits, mais parce que il y a une valeur de ces produits, tels que le Beaufort, qui est fabriqué ici, dans la Combe des Avals, et c'est vraiment un bonheur de travailler ces produits, et de les transformer et de les faire autrement. Hein, je redis, la cuisine, c'est une cuisine d'aujourd'hui, ça doit être même une cuisine de demain. 307, en fait j'ai fait la mienne. Bonne soirée. Merci beaucoup. Que vous visitiez la montagne l'été ou en hiver, la variété des activités sportives et les paysages uniques, alliés à une gastronomie locale exceptionnelle des Alpes, vous feront toujours revenir. Imaginez une dizaine de fromages régionaux, des saucissons à foison, du vin rouge, du vin blanc, des cépages uniques, sans oublier les alcools blancs locaux. De quoi reprendre vos glissades, la peau du ventre bien tendue et l'esprit au-dessus des cimes enneigées.